Bonjour tout le monde. Donc, on va continuer le cours sur le filtrage. Donc, on en avait parlé des principes de filtrage, particulièrement le premier type qui est le filtrage statique. Donc, ce filtrage qui se base essentiellement sur l'analyse des paquets, des entêtes de paquets, plus précisément en analysant l'adresse source, l'adresse destination, le port source, le port destination, ainsi que le protocole utilisé. Donc, pour décider du sort du paquet, est-ce qu'il laisse passer, c'est-à-dire accepte, ou bien il va le rejeter, ou bien il s'agit juste d'un transfert, c'est-à-dire le forward. Et ce principe est utilisé, donc ce qu'on a vu l'autre fois dans le dernier exemple, dans les routeurs. Donc, ils ont ce même processus qui permet de router ou de laisser passer ou ne pas laisser passer les paquets. D'une manière similaire, ça existe dans le système d'exploitation. Donc, dans Linux, vous avez dans le noyau d'Unix, vous avez un module qui s'appelle NetFilter. Et ce module permet justement de réaliser l'opération de filtrage. Et son outil de configuration, ce qui permet de l'utiliser, ça s'appelle iptable. Donc, iptable, c'est l'outil de configuration de NetFilter qui permet de définir les règles telles qu'on les a vues dans la définition du filtrage. C'est qu'on doit définir des règles et ce sont ces règles-là qui vont être appliquées à tous les flux qui circulent à partir d'un poste de travail ou vers un poste de travail quand il s'agit d'un poste de travail sous Linux. Alors, quel est le mode d'utilisation? Donc, comme toute commande sous Unix, elle a sa syntaxe, elle a ses arguments. Donc, l'usage de iptable est comme le suivant. Donc, vous avez le mot-clé iptable, vous avez des options, vous avez une chaîne, ensuite une option -i qui permet de préciser quelle est l'interface qui est concernée par la commande, S qui permet de préciser quelle est l'adresse source, D qui précise l'adresse destination, et ainsi de suite. Donc, en analysant l'ensemble des options, pour les options, vous avez, quand vous utilisez iptable, vous avez l'option -a, qui veut dire append, ce qui permet d'ajouter une règle à la liste. Rappelez-vous, on avait dit que les règles de filtrage, c'est une liste de règles qui sont exploitées d'une manière séquentielle. C'est ce qu'on avait, quand on a montré l'organigramme qui permet de dérouler les règles de filtrage, c'est cette liste qui est parcourue d'une manière séquentielle, c'est-à-dire de la première jusqu'à la dernière. Et donc là, quand vous avez une règle à rajouter, il suffit d'utiliser l'option -a. Alors, parfois, il y a une règle de sécurité de filtrage qu'on veut modifier. Donc, l'idée, c'est d'utiliser -p qui sert à redéfinir la règle, c'est-à-dire la règle, elle existe et on veut procéder quelques changements au niveau de la règle. Si on veut supprimer la règle, c'est l'option -f. Et enfin, quand on veut lister l'ensemble des règles, si on veut jeter un coup d'œil sur l'ensemble des règles qui sont implémentées, il suffit de mettre -l. Donc ça, c'est pour la partie option. Pour la partie chaîne, ça permettra de montrer au niveau de la chaîne. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, quand on a donné la définition du firewall, on avait dit au départ qu'il avait principalement deux interfaces, donc éventuellement on peut avoir trois interfaces quand il s'agit de la zone démilitarisée. Et vous avez à un moment donné le flux qui arrive ou bien qui va sortir. Donc on peut préciser, est-ce que c'est un flux en entrée? Est-ce que c'est un flux en sortie? Parfois, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste un flux qui va être transféré vers une autre machine. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez trouver une machine qui va jouer le rôle de serveur, de passage. Automatiquement, le flux qui arrive
n'est pas destiné à cette machine, mais cette machine est utilisée en transit, c'est-à-dire qu'il va passer par cette machine pour aller vers une autre machine derrière. Par exemple, vous avez une topologie du style anneau, donc vous passez d'une machine à une autre, et donc pour faire passer le message, c'est ce qu'on appelle le forward. Ça peut être aussi pour des machines qui se trouvent sur le même segment, donc l'un va passer à l'autre, etc. Donc ça, il s'agit du forward. Donc ça, c'était pour l'option chaîne, qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc c'est une des options qui sont citées, à savoir le input, c'est-à-dire un flux qui va rentrer ou bien un flux qui va sortir. Parfois, il s'agit d'un flux qui juste transite par la machine, c'est-à-dire il va rentrer à la machine et il va sortir à la machine. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, ensuite, vous avez les différents éléments. Le S, j'avais dit source, qui permet de préciser l'adresse source d'où proviennent les paquets, parce que dans l'entête, chaque paquet, vous avez l'adresse source du paquet pour dire d'où est-ce que ça provient, ce flux d'informations. Vous pouvez avoir aussi le D qui permet d'exprimer la destination, c'est-à-dire ce paquet, il va partir vers quelle machine. Et donc, ça, c'est pour analyser le flux et le déplacement des flux entre les différentes machines. On peut préciser aussi le protocole de communication qui est lié à ce paquet. Pourquoi? Parce que chaque protocole, on va dire, est lié à une action bien déterminée, il est lié à vrai dire, au niveau supérieur à une application bien déterminée. D'une manière similaire aussi, dans le paquet, on peut trouver le numéro de port, donc c'est l'option des ports qui permet de préciser quel est le port de communication qui est concerné par ce paquet. Et bien entendu, vous avez -J qui permet de terminer pour exprimer l'action, c'est-à-dire ce paquet, qu'est-ce qu'il faut faire avec. Donc, rappelez-vous, on avait déjà précisé les actions à faire pour dire qu'on a les actions soit accept, soit donner ou reject, ou bien drop. Donc là, c'est-à-dire que je peux accepter, je peux refuser, et ensuite, on a le ICMP qui va envoyer un accusé pour dire que le paquet ne peut pas passer, donc le site n'est pas accessible. Ou bien drop, ça consiste à utiliser une stratégie, je dirais, discrète. C'est que le paquet, directement, il est absorbé et il n'y a aucune indication qui est fournie à l'utilisateur. Alors, en général, comment on procède dans la pratique? Donc, dans la pratique, l'idée est la suivante. Ça veut dire que la stratégie de filtrage, qui fait partie de la stratégie de sécurité, l'idée de départ, c'est quoi? C'est de dire, tout simplement, on va fermer tout. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, iptable, -P, qui permet d'introduire la politique de l'input pour dire drop. Et donc là, ça veut dire qu'on ne laisse passer rien du tout. Donc ça, c'est le principe sécuritaire qui est utilisé. Pourquoi? Parce que on avait dit déjà au départ que, point de vue sécurité, cette histoire de verre à moitié plein, à moitié vide, chacun peut l'interpréter à sa manière. Donc, pour avoir une seule interprétation, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, dès le départ, aucun flux ne peut passer, ni en entrée, ni en sortie, ni en transit. Et donc là, ça permet de fermer complètement les ports, ou je dirais les interfaces de filtrage. Ensuite, l'idée, c'est d'aller progressivement ouvrir les ports et les protocoles qui sont tolérés. Ça veut dire que vous avez des applications qui ont été installées. Donc, naturellement, il faut ouvrir les ports et les protocoles qui sont utilisés par ces applications, ce qui permettra d'avoir cette communication avec ces applications. Et au fur et à mesure qu'on a ça, on peut ouvrir
un certain nombre de ports, un certain nombre d'adresses, etc. Et du coup, on a pu, je dirais, avoir l'ensemble de la politique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est autorisé, on va le mettre d'une manière explicite. Ce qui n'est pas autorisé, ben, automatiquement, euh, donc là, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je dis que ça, c'est un problème qui est lié à la sécurité elle-même. Donc, au niveau de la sécurité, j'avais donné déjà l'exemple du verre qui était à moitié vide, à moitié plein. Quelqu'un peut te dire, ce verre, il est à moitié vide, l'autre, il peut te dire, il est à moitié plein, etc. Ça veut dire que là, ça va avoir des conséquences par la suite. C'est quoi? C'est que si tu commences à dire à un moment donné, c'est-à-dire que tu ne fais pas cette partie-là de départ qui consiste à fermer tout. Et tu vas commencer avec l'introduction des règles qui vont autoriser des flux. Le problème qui se pose par la suite, un flux qui n'est pas autorisé, est-ce qu'il est interdit? Rien ne le dit. Donc là, ce flux qui n'est pas explicitement autorisé, est-ce qu'il est interdit? Donc ça, on laisse un peu cette ambiguïté. Donc pour éviter toute ambiguïté, l'idée c'est quoi? C'est de dire tout simplement rien n'est autorisé au départ. Ensuite, explicitement, on va ouvrir et donner des autorisations à des flux qui sont sollicités et qui sont autorisés. Et donc ça permettra de mettre au clair tous les types de flux. Donc vous avez au départ, vous dites rien ne passe. Ça veut dire quoi? Vous allez exclure tous les flux. Ensuite, vous allez dire, tiens, voici les flux qui sont autorisés. Ça permettra de faire quoi? Ça permettra par la suite de pouvoir analyser les flux. Vous allez voir votre paquet. Est-ce qu'il fait partie de la liste des flux qui sont autorisés? Si vous ne trouvez pas que ce flux ne fait pas partie des flux autorisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il fait partie de la politique par défaut. La politique par défaut, c'est elle qui est exprimée par les trois commandes qui permettent de dire je ferme tout. Et donc, s'il n'est pas autorisé explicitement, automatiquement, il va subir la politique par défaut qui consiste à fermer tout. Et donc ça, c'est l'objet justement de cette technique qui est utilisée ici. C'est de considérer au départ la politique, c'est de fermer tout. Ensuite, au fur et à mesure, on va ouvrir les flux qui sont concernés en général par les applications qui sont implémentées. C'est-à-dire qu'à chaque fois tu implémentes une application, automatiquement, ça te permettra implicitement au niveau de l'application d'ouvrir un flux pour dire voici le flux qui va être utilisé. C'est ce qui se passe en général quand vous implémentez, quand vous installez de nouvelles applications. Par exemple, tu configures ton navigateur web, en général, la configuration de la ligne Internet avec le navigateur, ça permettra automatiquement d'ouvrir des flux de communication pour permettre la communication avec Internet. C'est la même chose quand vous installez, par exemple, ici, ce que j'utilise, Zoom. Donc, quand vous l'installez, automatiquement, ça permet de dire, à un moment donné, je vais ouvrir des ports de communication, je vais utiliser un protocole de communication et ça me permettra d'avoir, je dirais, des accès vers l'extérieur et inversement. Donc ça, c'est la manière de faire les choses pour autoriser un certain nombre de flux. Et c'est ce qui se passe en pratique à chaque fois que vous installez une application sur votre machine. Ça permet d'ouvrir des flux qui sont utilisés par l'application que vous avez accepté d'installer sur votre machine. Alors, voici des exemples d'utilisation. Donc, si vous voulez ouvrir un port précis, ça veut dire que vous mettez iptable -1 pour rajouter ça. Pour, par exemple, un flux d'entrée, vous mettez input, un protocole, par exemple, du style TCP, vous précisez que c'est TCP.
et ensuite vous donnez le numéro de port. Et avec l'action, vous dites accept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les flux qui vont arriver vers votre machine qui utilise le protocole TCP, avec le numéro de port qui a été précisé, vous allez accepter les flux qui vont avoir ces informations dans leur paquet. Vous pouvez faire mieux pour dire je veux ouvrir une plage de port. Donc une plage de port, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que ce n'est pas un port précis, un seul. Il s'agit de plusieurs ports. Et donc là, la différence, c'est quoi? C'est juste la plage des ports qu'il faut préciser. Et donc, ce qu'on va préciser, c'est le numéro de port de début et le numéro de port de fin. Donc, ce qui est exprimé par des ports qui donnent le numéro de port de début, 2 points, le numéro de port de fin. Donc là, quand on précise uniquement une seule valeur, c'est un seul port. Quand on met 2 valeurs séparées par 2 points, ça veut dire du premier port jusqu'au deuxième port, tous ces ports seront autorisés par la suite. Un autre exemple ici. Vous voulez par exemple bloquer le trafic ICMP. Et donc l'idée c'est de mettre iptable moins input, moins i c'est l'interface. Donc l'interface c'est Ethernet 0, c'est-à-dire la première carte réseau. Ça c'est qui permet le S et le destination, c'est l'adresse 0. Donc qui permet d'utiliser les différentes adresses, en particulier l'interface réseau. Le protocole, c'est ICMP. Et là, regardez, J, c'est drop. Ça permettra d'absorber les paquets pour ne rien dire, ils ne vont pas être acceptés, il n'y a pas d'accusé de réception. D'une manière similaire aussi, pour éviter ou interdire les pings vers l'extérieur, donc c'est typiquement la même chose, le protocole vers la sortie, donc, et vous mettez le drop, donc ce qui permet d'interdire tous les paquets qui puissent passer pour faire des pings vers l'externe. Alors, d'une manière symétrique, là c'était l'exemple pour l'ouverture d'un port, d'une plage de port, etc. Si vous voulez fermer le port, l'idée c'est quoi? C'est juste de changer l'action, c'est-à-dire l'option "-j". Au lieu que ça soit accept, vous allez la changer par reject, deny ou bien drop, c'est-à-dire c'est le refus avec accusé de réception ou bien le refus silencieux avec l'utilisation du drop. Alors, la même chose aussi sous Unix, les règles qui sont exprimées sont de la même manière exécutées dans leur ordre de création, c'est-à-dire le système, à chaque fois que vous créez une règle, il va lui affecter un numéro, et ces règles, selon l'ordre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à la fin, ces règles-là sont appliquées dans l'ordre d'apparition. Et c'est la même remarque qu'on avait dite au départ pour dire attention, les règles sont exprimées dans l'ordre et donc en général, il faut éviter d'utiliser une règle plus générale avant une règle qui est plus spécifique. Pourquoi? Parce que si vous mettez une règle plus générale et ensuite vous mettez une règle plus spécifique, la règle générale, elle va s'appliquer, elle englobe automatiquement la règle plus spécifique. Et donc, en général, il faut ordonner vos règles de telle sorte que de commencer toujours par les règles les plus spécifiques. Donc, imaginez que dans la règle plus générale, ça consiste à dire j'interdis le flux. Et dans votre esprit, le cas particulier, vous le laissez passer. Si vous mettez le cas particulier après la règle générale, ben le paquet, quand il arrive, on va voir la règle générale. La règle générale va dire, tiens, ça passe pas. Et donc, automatiquement, ça veut dire que votre politique, vous n'allez pas la respecter parce que dans votre esprit, le cas spécifique, il devrait passer. Or, le fait qu'il y ait la règle plus générale avant l'autre,
il va pas passer et du coup, votre politique changera complètement au niveau de la pratique. Et donc, du coup, il faut toujours veiller à avoir un ordre des règles qui sont introduites et de telle sorte que les règles plus spécifiques soient toujours placées avant les règles les plus générales. Alors, vous pouvez afficher les numéros des règles donc, en utilisant l'option "-L" qui permet de réaliser la liste des règles avec leur numéro. Vous pouvez supprimer une règle. Donc, quand on liste, s'il y a une règle qui ne tient pas la route, donc il suffit de sélectionner son numéro. Par la suite, il faut mettre iptable-d dans la chaîne, tout dépend que c'est du input ou du output ou du forward. Et donc, automatiquement, la règle par rapport à ce flux, vous allez l'éliminer. Comme vous pouvez insérer une nouvelle règle dans votre liste de règles. Et donc, vous avez ces différentes règles qui sont utilisées pour pouvoir gérer vos règles. Voici un exemple. Vous avez dans la chaîne ici, ça veut dire qu'on s'intéresse au flux qui est le flux de forward. Et donc, quand vous tapez ça, c'est -L forward et là avec l'option line number, donc ce qui permet d'énumérer les numéros, comme vous le voyez ici, les numéros des règles. Donc, il va nous imprimer chain forward, c'est-à-dire que l'ensemble des règles qui sont liées au forward et en montrant le numéro de la règle, là, quelle est l'action qui est destinée à ce flux, quel est le protocole qui est lié à ça. Donc, il y a l'option, il n'y a pas d'option ici, l'adresse source, l'adresse destination et par la suite, le numéro de port qui est considéré. Et donc ça, c'est pour afficher le contenu ou la liste de règles qui sont liées à un flux particulier. Donc, dans ceci, on a listé les règles. Voici un moyen, par exemple, on voulait éliminer la première règle. Donc, c'est de dire iptable-d forward 1. Ça veut dire que dans le flux de forward, la règle numéro 1, je vais la supprimer. Donc, celle-là, cette suppression, pour savoir qu'effectivement, elle a été exécutée, il suffit de réexécuter la commande de liste. Donc, je vais lister la chaîne forward en précisant les numéros. Regardez. Par la suite, le résultat, il y a une seule règle, c'est-à-dire la première règle qui était visible tout à l'heure. Donc, si on revoit le slide, regardez, la première règle, c'était quoi? C'était le flux du port du protocole TCP. Là, quand on l'élimine, il va rester uniquement la deuxième règle, qui est celle de UDP. Et la voilà, qui permet la règle générale. Donc, le camarade qui pose la question pour dire comment distinguer la règle générale de la règle spécifique. Tout simplement, la règle spécifique, en général, ça concerne un flux spécifique. Si vous dites que j'accepte tous les flux qui proviennent, par exemple, qui vont provenir d'un certain réseau, donc vous allez préciser un certain, je dirais, une certaine plage d'adresse. Par la suite, parmi toute cette plage d'adresse, il y a un site à partir duquel vous ne voulez pas accepter les flux. Donc, si vous mettez la première règle en tête, qui permet de dire j'accepte tous les flux qui viennent de toute la plage d'adresse, et juste après, il y a la règle qui dit que je n'accepte pas le flux qui arrive de telle adresse spécifique. Ben, tout simplement, si vous mettez cet ordre, votre politique ne tient pas la route. Donc, la règle générale, c'est quoi? C'est la règle qui permet d'être utilisée à un ensemble d'adresses destination, par exemple, ou un ensemble d'adresses sources, ou un ensemble de ports de communication, ou de protocoles de communication, etc. Donc, quand ça précise quelque chose de plus général,
la règle spécifique, celle qui a le moins d'éléments et qui sont assez restreints. Donc là, quand vous parlez de plage, de port de communication, quand vous parlez d'un port de communication, un seul port, c'est spécifique par rapport à une plage de port. Une adresse source, c'est spécifique par rapport à un ensemble d'adresses sources. Une adresse destination, la même chose, elle est plus spécifique par rapport à un ensemble d'adresses destination. Et donc ça, c'est ce qui fait la différence. Alors, ça, c'était pour le filtrage statique. Et dans le contexte d'Unix, grâce à iptable, on peut gérer le filtrage statique dans les machines sous Unix. Alors, on avait dit dans le cours qu'il y avait principalement trois types de filtrage. On avait dit qu'il y avait le filtrage statique, le filtrage dynamique et le filtrage applicatif ou proxy. Alors, dans le filtrage statique, les choses sont, je dirais, relativement simples, dans le sens où, dans les règles, vous précisez exactement les informations qui vous intéressent pour dire quelle est l'adresse source, quelle est l'adresse destination, quel est le port de communication, quel est le protocole de communication, et donc vous précisez tous ces aspects, donc toutes ces adresses, et c'est pour ça qu'on dit que c'est le filtrage statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données sont statiques dès le départ, on les connaît, et donc on va appliquer des règles concernant ces je dirais, différentes informations qu'on connaît a priori dès le départ, et donc on arrive à maîtriser la situation et de réaliser le filtrage en conséquence. Par contre, au niveau du pourquoi qu'on a introduit le filtrage dynamique, tout simplement parce qu'il y a des situations qui font que, au départ, quand on écrit, parce que les règles sont écrites au départ, puisqu'on configure notre réseau, on configure notre poste de travail, et ensuite la politique est appliquée. Le problème, c'est que dans la pratique, il y a des informations qu'on ne peut pas connaître d'une manière statique. Ça veut dire que vous ne pouvez connaître ces informations que dynamiquement. Et donc, du coup, si vous ne connaissez pas l'information, vous ne pouvez pas configurer votre firewall avec les règles statiques. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas disponible statiquement, c'est-à-dire connue a priori au départ. Alors, vous allez me dire dans quel cas se trouve cette situation. Donc, cette situation, il suffit d'analyser un peu le fonctionnement du réseau, particulièrement, on a parlé de la communication intermachine. Si vous prenez un exemple classique et typique, vous prenez un serveur web. Alors, comment travaille un serveur web? En général, un serveur web, il y a de l'information et en général, vous avez des utilisateurs ou plusieurs machines qui peuvent se connecter sur ce serveur web pour pouvoir récupérer de l'information ou dialoguer avec ce serveur web. Alors, techniquement, comment les choses sont réalisées au niveau, je dirais, implémentation de bas niveau. Donc, si je vous dis comment le serveur web communique avec les utilisateurs, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre au départ pour que le serveur web puisse communiquer avec l'ensemble des utilisateurs potentiels? Oui, le port de communication doit être ouvert. Donc, ce port de communication qui est, je dirais, côté serveur. Donc, ça, c'est une information que tu connais et qui existe au niveau du côté serveur. Le côté client. Est-ce que tu connais l'information? Quelle est l'adresse, par exemple, du client?
Ça, c'est une information qu'on ne connaît pas. Puisque tu vas ouvrir un serveur web, en général, souvent beaucoup de serveurs sont publics. Ça veut dire que tu donnes la possibilité à tout le monde de pouvoir se connecter à ton serveur pour avoir l'information qui peut être une information, par exemple, de publicité ou une information qui est destinée au grand public. Alors, côté serveur, on connaît un certain nombre d'informations. Côté client, on ne connaît pas l'information. Mais même si on ne connaît pas l'information, ce qu'on pourrait dire à un moment donné, tiens, c'est, je peux dire que tout simplement, je vais utiliser toutes les adresses. C'est possible, puisqu'on avait dit que les informations sont l'adresse source, le port, le protocole utilisé, le port de communication, etc. Et donc ça peut être, je dirais, les différentes informations. Donc on peut laisser la plage ouverte. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'en général, quand vous allez vous connecter à un serveur, et en général pour des raisons de sécurité, les serveurs sont protégés. Donc souvent ces serveurs, on utilise le protocole HTTPS, tel qu'on l'a déjà vu à travers les protocoles sécurisés. Et donc, ça veut dire que au départ, un utilisateur qui va se connecter, ben, tout simplement, il y a un échange d'informations. Si vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a une période de négociation qui permet de négocier la clé de session pour pouvoir envoyer et recevoir les informations d'une manière confidentielle. Donc, au niveau de cette phase de négociation, il y a un échange d'informations entre les deux parties. Ça veut dire que le serveur va prendre acte de l'utilisateur, quelle est son adresse source, quel est son port de communication, quel est le port qu'il utilise, ainsi que la clé qui est utilisée. Et donc, ces informations, quand est-ce que le serveur va prendre connaissance de ces informations? C'est au moment de la connexion. Donc, au moment de la connexion, ce qui se passe, il se passe ce qu'on appelle une ouverture de session. Ça veut dire qu'on ouvre une session, ce qui permet d'avoir les informations liées à l'utilisateur et par la suite, parmi les éléments aussi qu'on peut avoir, c'est le port de communication qui est utilisé, parce que le serveur web, à vrai dire, il communique dans les deux sens. Il reçoit des requêtes. Donc, quand on prend le port 80, c'est quoi? Ça, c'est le port de réception des requêtes utilisateurs. Ensuite, il va traiter les requêtes et répondre aux utilisateurs. Donc, au niveau de la réponse, il ne va pas utiliser le même port de sortie pour tous les utilisateurs. Pourquoi? Parce que réellement, ce qui se passe, c'est que le serveur, quand il reçoit une requête, donc il a un processus d'écoute qui va écouter sur le port 80. Ensuite, cette requête, il va analyser la requête, il saura que cette requête provient d'un utilisateur. Alors, vous pouvez avoir deux situations. Elle provient d'un utilisateur qui a déjà ouvert une session, comme ça peut arriver d'un utilisateur qui n'a pas ouvert une session. Donc, si je prends le cas d'un utilisateur qui n'a pas ouvert encore de session, donc il y a la phase de négociation qui permet d'aboutir à avoir les différentes informations de l'utilisateur et ce qui permettra au serveur d'ouvrir une session. Donc, quand il va ouvrir une session, ce qui est fait exactement, c'est le serveur, il va choisir un port de communication, de réponse pour cet utilisateur, qu'il va utiliser par la suite. C'est-à-dire que toutes les réponses pour cet utilisateur vont transiter par le nouveau port de communication qu'il a désigné. Or, ce port de communication, en général, il est choisi parmi une plage de ports de communication utilisés par le serveur.
À partir de cet instant-là, je dirais, utilisateur, il va communiquer avec le serveur. Lui, ses requêtes vont transiter par le port 80. Ses réponses, il va les recevoir grâce au port de communication qui vient d'être choisi par le serveur. Et le serveur, pourquoi il fait ça? Parce que pratiquement, le serveur, d'un point de vue système d'exploitation, il n'est pas constitué d'un seul processus. Parce que s'il était considéré d'un seul processus, ce qui va se passer, donc vous avez un utilisateur qui va envoyer une requête. Le processus, il va traiter la requête, ensuite, il récupère la requête, il va la traiter, et ensuite il donne la réponse. Moralité, ça veut dire que sur un serveur web, à un instant T, il va y avoir uniquement une seule requête qui est reçue, une seule requête qui est traitée, ce qui n'est pas le cas dans la pratique. Dans la pratique, vous avez remarqué que plusieurs utilisateurs peuvent se connecter au serveur web et quasiment en parallèle, ils peuvent recevoir l'information. Comment ils arrivent à recevoir l'information? Parce que tout simplement, le serveur, à vrai dire, est constitué d'un processus de réception de requêtes et il est constitué aussi d'un ensemble de ce qu'on appelle de threads qui permettent, chaque thread va traiter les requêtes d'un utilisateur. Et c'est comme ça que le serveur peut traiter plusieurs requêtes en parallèle. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une connexion qui se fait, il va créer un thread. Alors, je vous rappelle, un thread, c'est quoi? C'est un processus léger, c'est-à-dire un processus qui hérite un processus léger qui hérite du processus pair. Et donc, automatiquement, chaque thread est lié à un utilisateur qui est déjà connecté. D'ailleurs, vous pouvez faire le lien. Je suppose que vous avez fait déjà le module réseau. Donc, dans le module réseau, quand vous avez étudié le serveur web, parmi les informations de configuration de serveur web, si vous avez remarqué, le serveur web, vous avez dans la configuration, à un moment donné, vous trouvez nombre de connexions possibles, simultanées. Donc, en général, par défaut, vous allez trouver la valeur 1000 qui permet de dire 1000 utilisateurs peuvent se connecter sur un serveur web. Et en général, si on dépasse ce nombre, le serveur, il va crasher et il ne pourra plus répondre. Pourquoi? Parce que c'est sa capacité de connexion qui est réalisée. Et donc, ça, ce qui exprime le fait que le serveur réagit avec les utilisateurs en créant des threads d'une manière dynamique. Et donc, ce thread qui est créé dynamiquement, il va utiliser un port de communication, c'est-à-dire que lui, il s'occupe des réponses vers les utilisateurs. Donc, lui, il va utiliser le port de communication qui a été sélectionné lors de la création de sessions. Et à partir de cet instant-là, à chaque fois quand il y a un paquet qui arrive, automatiquement, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va voir ce paquet qui arrive à partir de quelle adresse source. Maintenant, il la connaît. Pourquoi? Parce que la session, elle a été déjà établie. Donc, du coup, il sait que par rapport à cette adresse source, il y a une session qui est déjà ouverte. Donc, automatiquement, lui, il va prendre l'information, il va la donner au thread qui traite cet utilisateur ou cette adresse source. En général, techniquement, comment on fait les choses, c'est grâce à une table où on fait la liaison. Dès qu'on crée une session, vous avez l'adresse source qui est utilisée, le port de communication qui est utilisé et quel est le thread qui permet de traiter justement ça. Donc, ces éléments-là sont stockés dans une table et qui permettent de maintenir quelles sont les sessions qui ont été ouvertes. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un échange, on utilise justement cette table pour pouvoir récupérer l'information et pouvoir envoyer l'information en sortie, parce que la règle, elle permet de préciser que maintenant, il y a une session entre le serveur et tel utilisateur. Et donc, l'utilisateur, maintenant, il est assez précis dans le sens où on connaît son adresse, on connaît son port de communication, on connaît le protocole de communication qu'il utilise. Et bien entendu, à la fin de la session, ce qui se passe, vous allez voir que
effectivement, à la fin de la session, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, tout simplement, quand il y a la fin de session, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer cette session et il va éliminer cette information qui existe dans la table qu'il gère dynamiquement. Et ça permettra de dire que avec tel utilisateur, on a terminé la session en cours. La preuve, vous pouvez le tester pratiquement sur un serveur web. C'est vous rentrez par exemple, exemple typique par exemple de serveurs on voit effectivement ce genre de choses, c'est que vous avez surtout les serveurs qui utilisent des formulaires ou autres, etc. Donc, vous allez vous connecter, vous pouvez utiliser, déconnectez-vous, ensuite, essayez par exemple de dire, d'appliquer l'action suivante, c'est de faire un retour arrière. Donc, parce que dans le navigateur, vous avez des flèches qui permettent d'aller de l'avant et d'aller en arrière. Cliquez sur la flèche arrière, c'est-à-dire pour revenir à la page précédente. Ben, tout simplement, le système il va vous répondre que ce n'est pas possible de revenir à la page précédente. Pourquoi? Parce que la session elle a été fermée. Donc, si vous voulez revoir les trucs, il vous faut passer par la session de connexion, ce qui permettra d'ouvrir la session et vous pouvez continuer à dialoguer avec votre système. Et donc, ça, ce qui explique un peu la motivation du filtrage dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'information statiquement, donc cette information ne peut exister que dynamiquement. Donc, j'ai donné l'exemple du serveur web, ça peut être aussi un serveur de messagerie, ça peut être aussi un serveur de FTP, de téléchargement, ou un truc où on peut télécharger ou bien uploader un fichier. C'est typiquement la même chose. Vous avez ce qu'on appelle en réseau certaines applications qui utilisent ce qu'on appelle le mode connecté. Ça veut dire que vous devez vous connecter et ouvrir une session vers le partenaire, ensuite pouvoir utiliser. Donc, si vous ne le faites pas, automatiquement, il n'y a pas de possibilité de connexion à votre système. Et c'est ça qui fait que on a cette information qui n'est pas disponible a priori. Quand est-ce qu'elle est disponible? C'est une fois qu'on a la session qui est ouverte, on a les informations. Et donc, l'idée, c'est quoi? Le filtrage va utiliser justement ces informations lors de la connexion. Et donc, ce filtrage dynamique, ce qu'on appelle par rapport au filtrage statique, en général, dans le filtrage statique, vous trouvez, c'est un filtrage qui est dit sans état, ce qui veut dire stateless. Donc, stateless, qui permet de dire que c'est un protocole qui n'utilise pas d'état. Et donc, l'état, c'est quoi? C'est à vrai dire le contexte d'utilisation. Par contre, le filtrage dynamique, c'est un filtrage à état, c'est-à-dire qu'il utilise un contexte. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un processus qui est lié à cette gestion d'état qu'on appelle le SPI, Stateful Packet Inspection. Donc, au niveau du filtrage, ce SPI, son rôle, c'est quoi? C'est pouvoir créer dynamiquement des règles à implémenter pour la durée de session. Et donc, son principe, c'est quoi? Ça permet de surveiller en permanence les ouvertures et les fermetures de session. Ça veut dire que dans n'importe quel type d'application où il y a une ouverture de session, une fermeture de session, dès qu'il y a une ouverture de session, lui, il va capter ces informations-là pour créer par la suite, parce que dès que tu ouvres une session, en général, c'est lié à une étape d'identification et automatiquement, dès que tu es identifié, donc on te donne les droits d'accès, ce qui permet d'accéder à la machine, automatiquement, on capte ces informations-là, on les met dans une table, et ce qui permettra par la suite à ce SPI de pouvoir laisser passer par la suite les différents paquets liés à une session donnée.
Alors, comment s'opère cette opération? Donc, quand un paquet qui arrive ou qui est émis, c'est-à-dire soit que c'est du input ou de l'output, euh, alors on a l'ouverture de session. Donc, dans les paquets d'ouverture de session, vous avez des flags au niveau du paquet, particulièrement le flag SIN, qui doit être présent. Et ce flag SIN, en général, il y a même un numéro de séquence qui permet d'exprimer un paquet par rapport à un autre. Et donc là, qui permet de dire que ce paquet fait partie de la session qui a été déjà ouverte. Et donc, bien entendu, à chaque fois qu'il y a ouverture de session ou bien fermeture de session, donc il y a une mise à jour automatique d'une table, ce qu'on appelle la table d'état. Rappelez-vous que le filtrage dynamique, il utilise un état. Donc cet état est matérialisé par quoi? Il est matérialisé par une table qui est utilisée. Dans cette table, à vrai dire, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on ouvre une session, on rajoute une entrée dans la table. Et donc cette entrée qui permet d'exprimer une session. Et de la même manière, à chaque fois qu'une session est fermée, on supprime l'entrée ou la ligne qui est liée à cette session. Et donc, à chaque fois qu'il y a un paquet qui arrive, donc si ce n'est pas un paquet d'ouverture de session, et qu'est-ce qu'il va faire le SPI? Il va voir est-ce que ce paquet est lié à une session qui est déjà ouverte. Donc, ce qui permet de parcourir la table et de voir est-ce qu'il y a une session qui est ouverte. Donc, si la session a été déjà ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà capté les informations liées à la session. Entre autres, vous avez l'adresse IP, vous avez le port de communication, vous avez le numéro de séquence, puisque vous avez à chaque fois les paquets d'une session sont numérotés en séquence. Et ces numéros sont toujours supérieurs au numéro d'ouverture de la session. Donc, ce qui permettra de dire que, tiens, ce numéro-là fait partie de la session. C'est pour ça que dans l'exemple de tout à l'heure, quand je vous ai dit, vous ouvrez une session, vous la fermez, et quand vous mettez le bouton ou la flèche retour à la page précédente, donc automatiquement, ce retour à la page précédente, ça va envoyer un numéro de séquence qui est en dehors de l'ouverture de session. Et donc, c'est comme ça qu'il est éjecté. Et donc, le SPI va vérifier l'existence à chaque fois d'arrivée d'un paquet. S'il fait partie d'une session déjà ouverte, il le laisse passer. S'il ne fait pas partie de la session ouverte, ça veut dire que la session a été fermée ou n'a jamais été ouverte, automatiquement, il ne laissera pas passer ce paquet. Et donc, en résumé, une fois que la connexion est autorisée, ça veut dire que le firewall, il va enregistrer les informations, parce que dès qu'on a une session, ça c'est dynamique, et on connaît les informations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, cette règle, elle est enregistrée. C'est une nouvelle règle qui va être enregistrée, qui va comporter l'adresse source, l'adresse destination, le port source, le port destination, ainsi que le numéro de séquence. Et donc ça, ces informations sont rajoutées au niveau de règles de filtrage, et ce qui permettra effectivement de pouvoir analyser les paquets en fonction de cette nouvelle règle qui est introduite. Et c'est pour ça qu'on parle de filtrage dynamique. Et donc ça, ça permet je dirais, de résoudre les problèmes des applications qui sont orientées session. Donc à chaque fois qu'on ouvre une session, automatiquement, on a les informations d'une manière dynamique, on peut les traiter, et ça nous permettra effectivement de prendre en considération les informations qui sont découvertes d'une manière dynamique. Et comment les choses sont faites, c'est on crée une nouvelle règle, cette nouvelle règle qui permet de définir la session, et par la suite, les paquets quand ils arrivent, on va toujours les vérifier par rapport à une session, et si la session est ouverte, les paquets peuvent passer. Si la session a été fermée ou n'a jamais été ouverte, les paquets ne pourront pas passer. Alors, on peut passer à un troisième maintenant filtrage,
qui lui va s'intéresser à un filtrage de paquets, mais au niveau, je dirais, applicatif. Donc, vous savez, dans les couches réseau, la couche applicative, c'est-à-dire que vous êtes vraiment proche de l'utilisateur. Et donc, ça permettra de dire que ce filtrage-là, il va se faire en fonction de l'application. Et donc, cela voudra dire que on connaît l'application, et donc l'idée, c'est quoi? C'est de cibler un filtrage par rapport à une application. Un exemple simple, typique, vous avez le HTTPS ou le HTTP. En général, dans les options de configuration de la ligne, de votre ligne de connexion Internet, vous pouvez toujours cibler dans l'onglet de sécurité. Vous pouvez dire à un moment donné, telle et telle adresse ou tel site web, etc., je peux l'exclure carrément de la navigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà à un niveau élevé qui permet de directement pour dire tel site web, vous donnez son adresse, son URL, qui n'est autre qu'une adresse DNS, et ça permettra d'éliminer tout le flux qui peut provenir de ce site ou bien d'aller vers ce site. Et c'est comme ça qu'on arrive à sélectionner des flux et liés à une application de navigation qui utilise le protocole HTTPS. Deuxième aspect aussi qui est intéressant au niveau du filtrage applicatif. Alors en général, ce filtrage applicatif, il utilise la notion que vous avez certainement vue en réseau, la notion de proxy. La notion de proxy, c'est quoi? L'idée toute bête, c'est qui permet de masquer les adresses. Ça veut dire que quand on a un réseau local, et donc on a notre gateway, c'est-à-dire le point de passage, on peut cacher quasiment toutes les adresses du réseau local et de ne laisser que l'adresse de gateway pour aller de l'extérieur. Et donc récupérer de l'information et ensuite la forwarder vers le poste de travail qui se trouve à l'intérieur du réseau local. Et donc, ce qui permet d'avoir un avantage certain, ce qu'on appelle rendre transparent l'environnement interne, c'est-à-dire tout ce qui est interne est caché. Et donc, on ne transfère pas réellement les adresses internes vers l'extérieur. Donc, ce qu'on transfère, c'est uniquement l'adresse du gateway. Et par la suite, à chaque fois qu'il y a l'information qui est récupérée, donc il y a une translation d'adresse, mais qui se fait en interne entre le gateway et le poste de travail. Et donc, en général, le serveur proxy, il est toujours d'un niveau supérieur par rapport au firewall. Et donc, lui, il peut donner cette information par la suite au firewall pour pouvoir filtrer et éliminer un certain nombre de flux. Et donc, les serveurs proxy, ils peuvent être aussi configurés. Et ce qui leur permettra d'éliminer, par exemple, une certaine... ça, c'est quelque chose qui est très utile, par exemple, pour les entreprises, à un moment donné, pour décider que l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise ne peuvent pas utiliser, par exemple, Internet, parce que c'est jugé que ces gens n'ont pas besoin d'Internet pour pouvoir travailler, c'est-à-dire qu'ils travaillent en local, et donc ils n'ont pas besoin d'une connexion Internet. Donc même si la connexion Internet existe au niveau de l'entreprise pour échanger des informations avec les clients, il y a certaines personnes qui sont autorisées de le faire, d'autres non. Et donc du coup, on peut préciser pour un ensemble d'utilisateurs que la navigation sur Internet est interdite pour l'ensemble des utilisateurs, mis à part exception, on peut exprimer les gens qui ont droit de naviguer sur Internet. De la même manière qu'on peut éliminer un certain nombre d'URL, c'est-à-dire de sites précis, pour éviter la communication avec ces sites. Alors, donc, comment les choses vont se passer sur ce serveur proxy? Donc, comme je l'ai dit, c'est la gestion des accès clients.
Donc, on définit les sites ou les hôtes auxquels on va donner l'autorisation pour pouvoir réaliser la navigation et la communication avec ces sites. Alors, ces groupes qui vont se créer, donc ça va être sous la forme toujours d'une ACL, c'est-à-dire une liste de contrôle d'accès. Alors, sous Unix toujours, le serveur proxy, il est induit ou il est précisé par le service SQID. Et donc, ce SQID, il est lui-même composé d'un script qui se trouve dans le répertoire ETC SQID. Alors, automatiquement, ça permet justement de configurer ce script SQID. Alors, cette configuration, elle se trouve où? Elle se trouve dans un fichier particulier qu'on appelle sqid.conf, donc qui permet de configurer le SQID. Alors, sa configuration, ça permet de donner les informations du serveur. Donc, ce serveur, il a un port d'écoute, en général, qui peut être configuré par les navigateurs. Donc, la valeur historique, c'est 80-80, mais sous Unix, on a une autre valeur qui est utilisée, qui est celle de 31-28, qui est la valeur par défaut. Il a aussi, en général, le proxy, il a aussi un autre intérêt, c'est quoi? Donc, imaginez, vous avez deux utilisateurs qui veulent se connecter sur le même site et récupérer une page web de ce site. Alors, pour des raisons d'efficacité, ce qu'on fait, quand le proxy va récupérer une page, il va la donner au premier utilisateur. C'est juste après, dans un temps relativement court, le deuxième utilisateur va demander la même page. Le proxy ne va pas chercher la page. Pourquoi? Parce qu'en général, il maintient un cache où il met les pages, je dirais, fraîches qu'il vient de télécharger. Donc, automatiquement, à partir de son cache, il va donner cette information vers le deuxième client qu'il a demandé. Alors, pour le faire, ça veut dire qu'au préalable, au niveau de la configuration, on doit configurer le serveur proxy pour avoir un espace de stockage du cache, c'est-à-dire là où à chaque fois qu'il ramène de l'information, il va la sauvegarder localement. Donc, ça c'est quoi? C'est à vrai dire un espace de stockage qui se trouve sur le disque. Donc, c'est le deuxième argument qu'on appelle le répertoire. Donc, ce répertoire-là, ce n'est autre que le répertoire cache qu'on peut, bien entendu, configurer et lui donner une taille. Donc, en général, la valeur par défaut, c'est 100 mégaoctets. Donc, ce qui permet de sauvegarder les pages récentes au niveau de ce répertoire. Alors, il peut avoir ce répertoire, il peut avoir des sous-répertoires qui sont liés parce qu'à partir d'une page web, tu peux avoir une page qui est liée à la première page, etc. Tu peux avoir un deuxième niveau. Et donc, on précise ces niveaux-là en termes de REP niveau 1 et REP de niveau 2. Donc là, ce qui permettra d'avoir une cascade ou une hiérarchie de stockage de l'information. Et principalement, vous avez aussi le nom de votre serveur qui est précisé. Pourquoi? Parce que ce serveur, il va avoir une certaine activité. Et vous savez que concernant tout système, on a l'observateur d'événements qui permet de sauvegarder dans les journaux d'activité les activités de tous les processus, donc en particulier le processus qui gère le serveur, et donc ce serveur qui porte un nom. Donc cette activité-là, elle va être sauvegardée. Donc le nom d'hôte du serveur proxy, ce nom qui va apparaître dans le journal d'activité pour dire voici l'activité de notre serveur proxy et toutes les actions qu'il a pu réaliser tout le long de son fonctionnement. Alors, ce serveur qui est configuré, donc on doit définir aussi la liste des utilisateurs qui ont accès à ce serveur proxy et d'autres qui ne l'ont pas. Donc, du coup, ça permettra
d'interdire, je dirais, la navigation à ses clients. Alors, vous pouvez préciser, par exemple, ici, je veux regrouper un ensemble d'informations, par exemple, tous les hôtes de mon entreprise, je vais les appeler réseau local. Et donc, réseau local, c'est quoi? C'est l'adresse source, c'est par exemple 192.168.1.0/24 qui me donne le masque et ce qui permet d'englober l'ensemble des adresses de mon réseau local. Alors, d'une manière aussi similaire, je peux préciser, par exemple, un groupe de sites destination que je veux interdire. Par exemple, il y a un certain nombre de sites vers lesquels je ne veux pas avoir de communication. Donc ici, je les ai appelés serveurs interdits, là, dans le truc destination. Et donc, je donne la plage de toutes les adresses qui sont liées par cette interdiction. Et donc, automatiquement, par la suite, ça permettra de réaliser les opérations pour dire HTTPS access, DNS serveur interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau du protocole HTTP pour l'accès à la navigation. Donc, l'action, j'ai mis DNS qui permet de dire d'interdire la navigation vers quoi? Vers ces serveurs interdits. Donc, ces serveurs interdits, ce sont des groupes d'utilisateurs et de clients qui sont précisés. Ils ont été précisés grâce à ces ACM au départ, puisque je viens de les définir. Et donc, je peux les utiliser par la suite. Et d'une manière similaire, regardez ici ce que je fais, HTTPS Access Allow réseau local. Ça veut dire que je permets à tous mes postes de travail qui se trouvent au niveau du réseau local de pouvoir dialoguer et communiquer vers l'extérieur. Et par la suite, je peux avoir une règle générale pour dire HTTP Access DNS All. Ça veut dire que ça va être, les règles vont être appliquées dans l'ordre qu'ils existent. Et donc, là, j'ai des serveurs bien précis. Là, j'ai le réseau local. Si je peux avoir une adresse qui ne fait pas partie de cette plage, elle ne fait pas partie aussi du réseau local, s'il y a une tentative d'accès, automatiquement, elle sera rejetée par la dernière règle. Ça, c'est un peu la philosophie du filtrage, c'est ce qu'on avait dit. On a en général un ensemble de règles. La dernière règle, par défaut, c'est un rejet. Et donc là, c'est ce qu'il faut avoir comme réflexe pour mettre en place, en général, la dernière règle qui doit être un rejet automatique. C'est ce qu'on appelle le rejet implicite dans les règles de filtrage. Alors, ce qui nous amène à la fin de cette partie de filtrage. Alors, le filtrage, il est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant, dans le sens où ça permettra de filtrer les flux qui sont utilisés de part et d'autre. Et le problème du filtrage, c'est quoi? C'est qu'on avait dit que quand on a donné la définition au départ, c'est qu'on l'a dessiné comme un mur qui permet de séparer un espace d'un autre. Et donc, ce mur-là, c'est lui qui va laisser passer, c'est-à-dire qu'il y a des portes d'accès qui va laisser passer les flux d'un côté ou comme d'un autre. Pour donner l'exemple que j'avais cité l'autre fois, c'est l'université, qui a une clôture. Donc, cette clôture permet de séparer l'université de son environnement extérieur. Mais pour permettre l'accès et la communication avec cette université, ce qu'on a fait, tout autour du mur, on a créé des ouvertures qui sont les portes d'accès à l'université, ce qui permettra de rentrer et de sortir de l'université. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que vous avez ces portes d'accès qui permettent effectivement de contrôler l'entrée et la sortie vers l'université. Mais si vous prenez un cas particulier, un étudiant qui veut rentrer à l'université, ou une personne qui n'a rien à voir avec l'université, donc la clôture, comme vous voyez, la clôture de l'université est assez grande. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va escalader un mur et il va passer à l'université. Il peut le faire ou il ne peut pas le faire.
Il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'escalader le mur et hop, vous êtes à l'intérieur de l'université. Vous ne passez pas par les portes d'accès et du coup, vous n'êtes pas contrôlé. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans les réseaux. Donc dans les réseaux, vous mettez en place votre réseau, votre câblage, etc. Et vous allez mettre en place votre firewall. Ce qui peut se passer, imaginez que quelqu'un, au niveau de l'entreprise, il va relier son téléphone donc au niveau d'un poste de travail. Et donc, grâce au téléphone, il peut réaliser une connexion réseau en utilisant le téléphone. Comme il peut le faire, par exemple, en mettant au niveau de sa machine une carte réseau sans fil. Donc, il va mettre une carte réseau sans fil. Il peut utiliser, par exemple, un exemple classique, tu peux prendre ta machine, tu as la carte réseau sans fil. Maintenant, avec la technologie, vous avez votre smartphone, vous pouvez utiliser votre smartphone comme un point d'accès. Et donc, automatiquement, la machine, elle va se connecter à votre smartphone. À partir du smartphone, elle se connecte à Internet. Moralité, tout le flux qui va passer à travers le point d'accès ne passera pas par le firewall. Et du coup, toute la politique de filtrage et de sécurité qu'on a mise au point, elle ne sera pas respectée. Et donc ça, c'est ce qui permet de dire que le filtrage, il a une vision plus ou moins limitée. Et donc ça, c'est ce qui permettra de dire que le filtrage, effectivement, il est bon, il contrôle le flux de part et d'autre, sauf que il ne contrôle que les flux qui passent par lui. Donc, s'il y a un flux, il passe par le firewall, il peut le contrôler. Si le flux ne passe pas par le firewall, il ne pourra jamais le contrôler. Et donc ça, c'est un peu l'exemple, en faisant l'analogie avec l'exemple de tout à l'heure, ce que j'ai dit, si une personne veut rentrer à l'université, il suffit qu'elle monte, elle fait le mur, donc elle va monter, elle va passer par le mur, et hop, elle se trouve à l'intérieur de l'université. Et du coup, l'agent qui se trouve au niveau du point d'accès ou du porte d'accès, il ne pourra pas le voir, parce qu'en général, il est occupé par les gens qui rentrent et qui sortent. Le gars qui passe par le mur, ben, il sera invisible et pourra toujours entrer à l'université ou bien inversement sortir de l'université. C'est typiquement la même chose quand on fait une connexion qui ne passe pas par le firewall. Deuxième élément aussi qui montre les limites de firewall. Donc, on avait dit que le firewall, ça permettra de protéger un peu, je dirais, le site ou le réseau local contre les attaques. Donc ça, c'est le firewall, il s'inscrit dans la politique de sécurité. Donc la sécurité, quel est son objectif? C'est de pouvoir protéger votre site ou bien votre réseau local d'une manière générale. Le problème qui se pose, c'est que s'il y a une attaque qui est interne, c'est-à-dire tu vas avoir à l'intérieur du réseau local, tu peux avoir des flux qui circulent entre les différentes machines. Ça, c'est très possible, sans problème. Pourquoi? Parce que le firewall, il est mis en général à la frontière, donc à la sortie du réseau. À l'intérieur du réseau, il n'y a pas de firewall. Donc le firewall se trouve en général à l'extérieur. Et du coup, ça veut dire que on a une attaque qui est interne, donc un site X qui va attaquer un site Y à l'intérieur du réseau local, ben, tout simplement, le firewall ne va rien voir à l'intérieur. Donc pourquoi? Parce que c'est des choses qui se passent à l'intérieur. Et la même chose, quelqu'un qui est à l'intérieur du réseau local, par exemple, il a téléchargé une application qu'il va installer sur sa machine. Il s'avère que l'application qu'il a téléchargée, c'est une application qui est virusée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va ramener le virus sur sa machine. Comme sa machine communique avec les autres machines du réseau local, sa machine va infecter l'ensemble des autres machines qui se trouvent au niveau du réseau local. Et donc, tous ces aspects-là, le firewall est impuissant pour
réaliser sa tâche, qui est une tâche de sécurité par excellence. Et donc, il ne pourra pas réaliser cette action qui consistait à contrôler le flux qui transite au niveau du réseau. Et donc, il n'arrive pas à mettre la main sur ces différents paquets. Pourquoi? Parce que c'est des paquets qui ne passent pas par lui. Et donc, on se retrouve que le firewall a vraiment des limites qui sont, je dirais, qui montrent que ce firewall, il fait effectivement de l'analyse du flux, il arrive à surveiller les connexions et les déconnexions, sauf que il y a des choses en face desquelles il est impuissant. Donc ça, si je prends l'exemple de l'université en vous disant qu'une personne va sauter, va sauter sur le mur pour rentrer à l'université, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, une proposition qu'on peut réaliser pour réaliser je dirais, la surveillance de ces, je dirais, individus qui peuvent s'introduire dans l'université. Une solution qui vous passe par l'esprit pour essayer de surveiller l'université en entier. C'est-à-dire que la surveillance ne va pas s'occuper uniquement des portes d'accès au niveau de l'université, mais elle va s'occuper de toute l'université, c'est-à-dire toute l'enceinte de l'université. La solution, elle est simple, normalement. Ça doit passer par l'esprit. Une des solutions les plus simples, c'est comme la maison. Si je vais vous mettre les choses dans un truc un peu réduit. Une maison, elle a une porte et elle a des fenêtres. Ça veut dire qu'on peut rentrer par la porte comme on peut rentrer par les fenêtres. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la porte, on peut toujours à côté. Mais si quelqu'un va rentrer, par exemple, par l'arrière de la maison, l'arrière de la maison, il n'y a pas de porte. Il y a des murs. Pour se protéger, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et donc, automatiquement, détecter, c'est ça le but. Le but, c'est de détecter l'arrivée ou l'introduction de celui qui veut s'introduire à la maison sans passer par la porte. Et donc, il veut passer par un mur. Une des solutions qui existent et la plus fréquemment utilisée de nos jours, c'est quoi? Les gens, ils installent des caméras de surveillance. Donc, dans la caméra, tu as une vision globale de tout le périmètre de la maison. Ben, typiquement la même chose qui doit exister à l'université, qui doit exister par exemple dans les aéroports, etc. Un ensemble de caméras de surveillance. En général, ces caméras sont reliées à un poste où ce poste va regrouper l'ensemble des flux vidéo et des images, et donc de savoir tout ce qui se passe autour de l'université et même à l'intérieur de l'université. Donc ça vous permettra d'avoir une vue globale et tout ce qui se passe, vous pouvez être alerté pour dire que voici l'action qui s'est passée. Donc si quelqu'un n'a pas respecté les règles, on peut toujours s'en rendre compte pour voir qu'il s'agit d'une attaque, donc au sens réseau, pour pouvoir la détecter et la traiter par la suite. Donc ça, ce qui nous emmène vers la suite du cours. Donc la suite du cours, ça va être tout simplement
quelque chose qui est supérieur au firewall et qui permet d'englober le firewall. C'est ce qu'on appelle les IDS. Donc, un IDS, c'est quoi? C'est un système de détection d'intrusion. Ça veut dire que même s'il y a une attaque, je peux me rendre compte qu'il s'agit d'une attaque. Et donc, naturellement, l'IDS va devenir un élément clé dans la sécurité des systèmes et qui permet de savoir tout ce qui se passe au niveau du réseau ou bien d'un système local et de détecter à tout moment quand il s'agit d'une attaque réseau, qu'elle soit interne ou externe. C'est-à-dire que toutes les attaques possibles, on est capable de les détecter grâce aux IDS. Donc, j'arrête le cours ici parce que l'IDS, il est un peu plus long que ça. Donc, demain, Inch'Allah, on va voir l'aspect de l'IDS et comment la solution est implémentée et comment on arrive à mettre en place cette IDS. Donc, je vous dis au revoir, et à demain, Inch'Allah.